Chers amis, merci de cette invitation et de ce séjour magnifique. C'est pas facile après tout ce qu'on a fait ce matin de commencer pour détendre et me mettre en route là. Je veux dire que quand je suis sorti de la salle et remonté dans la chambre en déjeuner, je me suis inventé une citation et lux fiat, car il s'appelait Eric Fiat, notre collègue philosophe qui présentait ce matin. Je me suis dit aussi, et ça c'est beaucoup plus sérieux, que Descartes, pour parler comme Eric parlait, et après on a déjeuné ensemble, on a beaucoup parlé, beaucoup sympathisé, que pour parler comme lui, que Descartes, dont il nous a parlé ce matin, au fond c'était fastoche. Il suffisait d'être un bon élève, et en gros ici, il y a surtout des personnes qui ont été de bons élèves. Emmanuel Kant, c'est plus difficile parce que Kant, c'est devenir un homme, c'est apprendre la sagesse. Et au fond, en matière d'organisation territoriale de la santé, le temps aisé de Descartes, celui de la découverte facile de la mesure, est passé, et on en vient aujourd'hui à rendre concret ces territoires au travers de leur inscription politique, ce qui nous rejoint avec l'intervention sans doute de tout à l'heure, au travers de leur inscription politique qui résulte de la négociation d'un contrat entre la technique, l'art du feu, vous savez, ce qui était dans la besace de Prométhée, là, je vous ai parlé, et puis l'art politique que Prométhée ni son frère ne nous distribuèrent, que nous n'avons pas et que nous devons sans cesse chercher à obtenir. Donc c'est bien dans les territoires, pour les rendre efficients, une nécessité de négociation du contrat qui se fait jour aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus que j'insisterai pour faire le lien avec ce qui se disait ce matin. Merci donc de votre invitation. Merci aussi à Christophe Gaud de l'organisation de cette table ronde. Alors, non seulement il organise, il trouve les intervenants là dans sa besace lui aussi, mais en plus il guide et il pose les questions. Christophe, sans doute mandaté par le bureau là du Graphe, tu m'as posé 2 questions. Ces 2 questions, elles vont s'afficher, c'est moi qui les affiche. Voilà. Elles sont longues, ces questions. La première, c'est la suivante, je vais les laisser quelque temps, vous les lirez, et tout prosaïquement, de façon beaucoup plus simple que les cimes sur lesquelles nous voguions ce matin, je chercherai à y répondre. Tu m'as dit aussi, Christophe, qu'il n'était pas de tradition dans les réunions introductives du Graphe de trop parler d'hôpital, ni même de santé. Pourtant, au risque de me faire sortir, de déroger au canon habituel, je parlerai de l'hôpital et de la santé. J'en parlerai parce que je crois en effet, et je ne suis pas le seul, qu'il ne faut pas faire de fausse modestie avec les questions de santé. À un moment où l'organisation territoriale de la France est en pleine mutation, ce qui se passe dans le domaine de la santé, et particulièrement de l'organisation des soins hospitaliers, est un révélateur de cette nouvelle organisation d'ensemble. C'est une sorte de laboratoire, un domaine qui est sans doute en avance, et nous aurions tort, tous autant que nous sommes, qui sommes nombreux ici, à avoir attaché nos noms au progrès de la territorialisation de la santé, nous aurions tort de ne pas le faire savoir. Il est dommage que la citadelle de l'avenue de Ségur demeure une citadelle vis-à-vis des autres, qu'il n'y ait pas assez d'interministériel sur ces questions, et que, au fond, dans une commission comme la commission Balladur, sans doute, les questions de santé, l'exemple de la santé, n'ait peut-être pas été abordé, je n'en sais rien. Monsieur Verpeau nous le dira. Voilà. Donc, si vous voulez bien, la première question, je la lis. À l'occasion des réformes récentes ou en cours de lancement, des réflexions ont été menées sur le niveau pertinent d'administration territoriale. Quelles conclusions en tirer sur le ou les niveaux qui permettraient à l'action publique d'être plus efficiente champ par champ? Réponse. Ma réponse, elle sera très simple et elle ne repose que sur l'expérience qu'on peut avoir quand on a 50 ans. C'est qu'il n'y a évidemment pas un niveau pertinent d'administration territoriale. Il n'y a pas un niveau pertinent d'administration territoriale. Il y a, c'est une grande banalité,
et le législateur, depuis 2 siècles, s'est employé à le mettre en œuvre, ce qui a conduit au millefeuille administratif. Il y a en réalité des niveaux pertinents d'administration territoriale selon la nature des problèmes qui sont posés. Je prendrai des exemples tout simples, j'allais dire tout con pour parler comme Éric Fiat, mais je ne le ferai pas. S'il s'agit de gérer un CCAS ou la garderie de l'école maternelle, et surtout si je suis concerné, parce que je suis le papa d'un petit enfant, je ne le suis plus, mais je l'ai été, je préfère que cela se fasse entre nous, à l'échelle de la commune, ou si j'habite une petite commune, à l'échelle de la communauté de communes. Si en revanche, il s'agit de la stratégie de dissuasion nucléaire de mon pays, je préfère, pour tout dire, que cela se fasse à l'échelle nationale et même internationale. Évidemment, il ne serait pas souhaitable que les régions s'équipassent d'éléments de tête de missile ou de je ne sais quoi. On peut admettre que ça serait ballot. S'il s'agit des universités, à échelle intermédiaire, s'il s'agit des universités, et on est en plein débat. J'en ai parlé avec donc le vice-président de la CPU, là, Jean-Luc, qui était là. Je l'ai attiré son attention là-dessus parce que c'est un vrai débat chez nous en ce moment. S'il s'agit des universités, pour conserver un peu de sens aux diplômes que nous distribuons, surtout avec la généralisation du LMD et ses conséquences juridiques immédiates, il ne faut peut-être pas non plus que toutes les sous-préfectures ouvrent leur université. Un exemple intéressant et plus général est fourni par le domaine de l'enseignement, qui est vraiment un grand domaine de l'administration et des politiques publiques. Je vais partir de cet exemple de l'école, de l'université, de l'organisation depuis la crèche jusqu'aux écoles normales supérieures. Je vais partir de cet exemple parce que c'est un moyen pour moi, sans doute ceci évoquera de l'amitié à beaucoup ici, ça serait un moyen pour moi d'évoquer Jean-Yves Jacob. Pourquoi Jean-Yves Jacob, que beaucoup d'entre nous évidemment ont connu, jeunes ou moins jeunes? C'est parce que je me souviens qu'en 1998, avec Jean-Yves, après qu'il avait été à Grenoble, qu'il était arrivé à la Datar, tous les deux dans un bureau, un jour, c'était l'époque de la préparation des lois Voynet-Chevènement, il m'avait dit, oui, tes idées là de territoire gradué, etc. Comment on pourrait mettre ça dans un tableau qu'en interministériel les gens comprennent? Et on avait créé un tableau qui avait pas mal circulé sur un tableau d'analogie entre les niveaux de l'enseignement et puis les niveaux hospitaliers. Et puis à côté, on cherchait à mettre des responsabilités, des échelles de responsabilité. Alors école maternelle, cabinet médical, infirmière, égale commune, quartier dans les grandes villes. Maternelle et primaire, ces écoles maternelles et primaires. Donc je l'ai dit, ouais, cabinet médical, maison de santé, commune. Et puis collège. Le collège, finalement, c'est l'équivalent du HL, chez nous, si on veut. Du HL ou du petit hôpital de proximité. Et on peut voir que cela s'organise assez souvent à l'échelle d'un canton ou dans ces zones, dans ces 2000 cantons qui ne sont pas très peuplés, que cela s'organise à l'échelle des pays ou de ces structures intercommunales qu'à l'époque on nommait pays. Le lycée, c'est l'hôpital de secteur, c'est le département qui doit organiser les lycées. La fac, c'est le CHU. D'abord, elle est institutionnellement liée pour ce qui est de la fac de médecine. Mais on voit bien que la fac, le CHU, c'est l'échelle régionale. On voit, je le redis là encore, on a créé beaucoup de centres universitaires dans des villes secondaires, des régions. Bon, faut bien admettre quand même que le résultat, il n'est pas au rendez-vous, que cela coûte très cher. Enfin, je le dis en toute amitié, par exemple, pour mon ami et collègue professeur Couder à Béziers, il y a un centre universitaire, je ne devrais pas nommer de site particulier, parce qu'il y en a plein partout en France. Bon, on peut se dire, est-ce que le jeu en valait tellement la chandelle? Y a-t-il pas dans ces centres universitaires une certaine dévalorisation des diplômes? Et pire que cela, chers amis, de fait, une barrière mise aux jeunes de ces coins-là les meilleurs, dans l'accès qu'ils auraient à l'enseignement d'excellence qui peut être dispensé forcément dans des gros centres. Lorsque enfant, moi je suis du Vigan, dans les Cévennes, il n'y avait rien. Lorsqu'il n'y avait rien, on pouvait se dire, mais si on est bon, on va aller faire ses études à Paris, on passe un concours, on va faire ses études à Paris. Finalement, aujourd'hui, s'il y a un centre universitaire, la voie de la facilité sera d'y rester.
Et puis enfin, dernier niveau de l'enseignement, c'est l'enseignement des enseignants. C'est historiquement la fonction des écoles normales supérieures de former des professeurs des écoles normales. C'est pour ça qu'elles avaient été créées il y a 120 ans de cela. Comme la recherche clinique, doit se faire au moins à l'échelle interrégionale. Et c'est ce qu'on a compris en délocalisant l'ENS à Lyon, par exemple, ce qui est une très bonne chose, certainement. Donc il n'y a pas un niveau de territoire. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu, mais il y a des niveaux de territoire. À partir de l'an 2000, on s'est mis à réfléchir très sérieusement à ces questions d'organisation territoriale, avec Jean-Michel Budet, avec Jean-Paul Segade, avec Benoît Péricard, avec Gérard Dumont, au sein de la DATAR, dans un groupe là que j'animais de prospective, enfin un groupe qui a duré des années, de prospective en santé. On a développé, on a fait des propositions par le canal de la DATAR, donc en interministériel, et cela, vous le savez, a débouché sur la reconnaissance dans l'ordonnance septembre 2003 de la notion de territoire de santé, qui a remplacé le secteur sanitaire, et ça a débouché dans la circulaire de mars 2004 sur l'identification de 4 niveaux de territoire. Voilà. Niveau de territoire que je rappelle ici, pour mémoire, vous l'aurez comme ça, mais tout le monde l'a aujourd'hui. Par la suite, c'est ce qui est se faire le bas, on en parlait à l'instant là, d'ailleurs avec vous, M. Verpeau. Par la suite, avec Jean-Michel Budet, Jean-Paul Segade aussi, d'autres, beaucoup de directeurs de CHU, dans un rapport sur l'interrégionalité qu'on avait remis au Premier ministre en 2003-2004, on a insisté sur cette échelle d'organisation interrégionale. Et là aussi, il y a eu quelques avancées, puisqu'on voit que depuis les assises hospitalières universitaires de Marseille, puis de Strasbourg, puis de Lille, l'interrégionalité fait son chemin, fait du progrès vers la reconnaissance et l'homogénéisation. Tout ça n'est pas achevé, n'est pas figé, et pour l'heure, il est vrai, encore à l'instant, là, cet après-midi à l'Assemblée, il est clair qu'avec la loi HPST, on se préoccupe momentanément un peu plus du niveau de base, parce qu'il y a un petit peu le feu au lac, bien sûr, que des niveaux supérieurs. Alors, il n'y a pas, et c'est la réponse directe à ta question, par là même, je veux simplement dire qu'il n'y a pas un niveau qui serait efficient, outre que le mot déficience ne me plaît pas parce que c'est un néologisme et qu'il est connoté anglo-saxon, etc. Et qu'en France, on a nos mots à nous qui sont tout aussi bons, je les emploierai. Il n'y a pas un niveau qui soit efficient. Ce qui est efficient, et ce dont manque notre pays, à diverses reprises, ce qui est efficient, c'est l'approche territoriale. Comme disait Jean-Louis Guigout, s'en souvient Jean-Paul, en France, on est bon en histoire, les élites sont bien formées à l'histoire du droit, etc. On est nul en géographie. Jean-Louis disait toujours ça, et il n'avait pas tort. On n'est pas si bon, c'est vrai, de fait, qu'on a une formation à l'histoire, dans nos références culturelles, qui est meilleure que notre formation à la géographie. Ce qui compte donc, c'est d'avoir en toute chose une approche territoriale. Et du point de vue de l'efficience, c'est certain. Je veux rappeler ici un fait important. Vers 97-98, quand on poussait, soutenu par la DATAR, à la reconnaissance de ces niveaux de territoire dans le domaine hospitalier, il y avait, c'était la grande époque où la T2A était censée tout mettre au carré et tout résoudre, il y avait une critique générale qui consistait à dire ouais mais c'est très dangereux votre truc, vous voulez mettre de tout partout, il n'y a pas les moyens, on n'y arrivera pas. C'était totalement inepte, mais le pouvoir des économistes était si fort dans la pensée collective qu'on appelait à l'époque un peu la pensée unique, ce pouvoir était si fort que des approches plus pragmatiques, pourquoi pas plus humanistes, autres en tous les cas, je ne dis pas alternatives, étaient repoussées d'un revers de main, vaguement méprisants, et qu'on passait pour de dangereux soviétiques, si on faisait des échos à la politique de sectaire des années 60, pour la psy, on disait voilà, pour le MCO, ce serait pas mal d'aller piocher là-dedans, et surtout, on passait pour des gens qui allaient dépenser l'argent public sans compter. C'est faux, et je veux présenter ici un collector. Un collector, mon cher Christophe. Je vous le livre, je l'ai retrouvé. Il date de 1996.
Ce collector, c'était un petit crowbar que j'avais fait un jour pour une réunion interministérielle. Jean-Louis m'avait demandé de préparer mon petit crowbar, c'est comme ça qu'on fait quand on est un jeune là-bas. Et j'avais fait ça pour expliquer qu'en fait, la reconnaissance des territoires était certainement un bon moyen de dépenser utilement l'argent public, ce qui est une visée qui doit tous nous guider naturellement en tant que citoyens. D'une certaine manière, les ARH et les URCAM avaient juste alors, en 96, été créées, elles se mettaient en place, elles avaient été créées, j'avais montré ça d'ailleurs à François Gratteau à l'époque quand il est arrivé à Montpellier, elles avaient été créées pour avoir une vision géographique de la santé. L'un des problèmes essentiels de l'organisation territoriale des soins provient en effet de la difficulté qu'il y a à circonscrire géographiquement les populations et à pouvoir par là même assurer qu'il y a quelque chance qu'elles consommeront ici ce qu'on leur propose ici. Ce problème, si on voulait creuser puis traîner sur des cimes élevées, il n'est rien d'autre en mathématiques que celui de la définition exacte d'un taux, dont certains ici se rappellent qu'il n'est jamais que le rapport d'un événement observé à la population qui est concernée par l'événement. Et on s'attache toujours à définir les numérateurs, vous savez, c'est les fameux lits à l'hôpital, là, des cartes hospitalières, le nombre de lits, et on s'intéressait moins à définir la population, le dénominateur du taux, dans ses caractéristiques intrinsèques, autant que dans son volume. Dans le domaine sanitaire, ce problème épineux de la définition d'un taux, qui est au fond le problème de la définition des contours des territoires, ce qui nous rapproche de question qu'a pu se poser, sans doute pas de la même façon, mais moi, petit citoyen de base, je juge les travaux de la commission Balladur un peu comme cela, a pu se poser. Dans le domaine sanitaire, on a contourné ce problème historiquement depuis les lois hospitalières anciennes et l'instauration de la carte sanitaire. On a contourné ça par l'acceptation a priori de limites administratives, départementales par exemple, sans aucune raison objective, car lorsque l'on a instauré la carte hospitalière en 70, il y avait déjà belle lurette que l'on ne prenait plus son cheval pour se rendre aux confins du département, comme cela avait été le cas sous Napoléon III, mais déjà les départements avaient quelque peu volé en éclats. Il n'est que de voir l'extraordinaire succès de la régionalisation et de l'inscription des CHU dans leur cadre régional qui, en 30-40 ans, s'est totalement affirmé. Il y a un grand respect des limites régionales, en règle générale, dans le contour des attractions de CHU. Et donc c'est à la résolution de ce problème, source de gaspillage et d'inefficacité potentielle, que s'attachait alors la notion que j'avais créée, de notion de bassin de santé, qui est devenu finalement un territoire de santé. Bien, du coup, je suis allé à définir en disant les bassins de santé doivent être reconnus sur la base du comportement des patients, des flux. On ne détourne pas, je citais ma grand-mère, chacun cite ce qu'il peut, on ne détourne pas facilement le cours d'eau d'une rivière de son cours naturel. Et au fond, on avait intérêt à respecter les patients. Du coup, pour les SROS 3, le ministère, dans la circulaire de mars 2004, vous vous rappelez, la 100 pages de circulaire avec une énorme annexe qui était consacrée à la territorialisation, a donné quelques pistes de méthode aux agences. Mais là encore, on a vu arrêter des territoires de santé très variés, ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, pour achever de répondre à cette première question, je prendrai un exemple qui va être très important demain. Après la loi HPST, il va s'agir de reconnaître à nouveau de bons territoires. Pour être efficient, c'est-à-dire en vrai français, pour être efficace, économe et juste, c'est un peu ces trois notions qui sont regroupées dans la notion d'efficience, le travail de reconnaissance des contours des communautés hospitalières de territoire, comme des conférences sanitaires territoires, va être très important. Je prendrai un exemple très précis, ou quelques exemples très précis, à partir des discussions qu'on a eues ce matin, dans des coins géographiques que vous connaissez. Je m'excuse auprès de certains qui ne seront pas servis, parce qu'il n'y a pas le temps de montrer trop de cartes, mais quelques-unes. En premier, si vous le permettez, je montrerai des cartes de Marseille, car comme tu l'as fait, en rendant hommage à Jean-Paul, il est toujours utile de se mettre le président de son côté. Et donc,
je montre pour la première fois à Jean-Paul, à Jean-Michel, cette carte-ci. Je l'ai faite dimanche en arrivant. Je veux d'abord, j'y pense parce qu'elle est là-bas au fond, je veux d'abord dire un grand merci à la TIH d'exister, à Madame Chaudorge, de porter tout cela, à ce travail énorme fait par la TIH qui nous permet à des gens comme moi de disposer de données qui permettent de faire ces jolies choses et de se faire un peu mousser avec, au fond. Alors qu'en réalité, cela ne serait pas possible sans ce travail de ceux qui sont dans les soutes à Lyon ou à Paris et qui font le PMSI. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc cette carte, elle nous montre l'attraction du CHU de Marseille. Tout domaine confondu, hors chimiothérapie et séances de dialyse par exemple, l'attraction de Marseille, on y voit ce que disait Jean-Paul hier soir ou ce matin, je ne sais plus, que Marseille ne regarde guère vers la Provence. Qu'on appelle l'attraction marseillaise ne sort pas beaucoup du territoire marseillais, c'est-à-dire de ce qui est ceinturé par ces grandes collines de calcaire. Mais en son sein, l'attraction marseillaise est totale. Il n'y a pas de fuite. Quand on est à Marseille, on ne va pas se faire soigner à Avignon, à Nîmes ou à Lyon. Mais en revanche, si on regarde ici l'attraction sur les GHM, chers collègues Verpeau, c'est peut-être pas votre tasse de thé, c'est les groupes homogènes de malades, ça décrit des pathologies qu'on traite à l'hôpital, des séjours pour telle cause. Et les GHM de plus haut niveau, c'est ce qui représente les charges les plus lourdes de soins, ce qui est le plus coûteux, le plus dur à réaliser, ce qui est un peu l'apanage déchu, pour dire simplement. Eh bien, si on regarde cette carte, on y voit que un très curieux effet tunnel en direction de Digne, qui fait que l'APHM est totalement au service de ces populations de l'arrière-pays du département 04. Je passe sur le commentaire de ces cartes. Pour Jean-Michel et Jean-Paul et Moulin, qui doit arriver tout à l'heure, il faudrait qu'on les regardera en détail chez vous à Marseille. On y voit ici, dans le détail, de loin, vous ne voyez pas beaucoup, malgré les couleurs, le fait que le territoire tel qu'il a été arrêté par la RH devrait aujourd'hui être renégocié, compte tenu de l'extraordinaire croissance démographique de Marseille vers le nord et vers l'ouest, mais que globalement, ce territoire, c'est aux marges qu'il doit être un peu aménagé, discuté avec cela. Mais qu'on a là des outils pour renégocier ces contours territoriaux et permettre une plus juste efficience. Car enfin, si on alloue un PET scan à Arles, ce qui est peu probable, si on allouait un PET scan à Arles, et qu'on disait oui, mais vous comprenez, il y a toute la Camargue là qui vient, mais c'est pas vrai, les gens de Istres, de Miramas, etc. vont à Marseille, n'iront pas se faire soigner à Arles. Donc, au fond, il y aurait gaspillage de l'argent public, nous le savons tous. Semblablement, avec cette carte-là, j'ai mis en couleur tout ce qui était au-delà de 50%, ce qui est un seuil tout à fait banal. On voit bien que pour l'activité de référence, les établissements du pôle marseillais ont une charge réelle sur toute cette population-là de la vallée de la Durance en direction de Digne et Gap. Pour éviter de faire le chouchou, j'ai mis aussi la Bourgogne. J'ai fait ça entre midi et 2, après que nous avions déjeuné, pour te faire plaisir. Ces cartes, je les avais faites pour la RH de Bourgogne vers 2002-2003. Globalement, elles sont intéressantes et grâce au PMSI, on a maintenant une épaisseur historique qui nous permet de nous rendre compte d'une chose très importante. C'est la stabilité des flux, la réalité des territoires, leur enracinement. Qui voit-on sur ces cartes? Tu les regardes avec attention, évidemment, et je les tiens à ta disposition. On y voit des choses importantes. On y voit le rôle éminent. Quoique décentré, la ville de Dijon, en fait, domine très largement sa région Bourgogne, quoique très excentrée, preuve de l'importance du fait régional de nos jours. Le CHU de Dijon a une responsabilité sur la Côte d'Or, le nord de la Côte d'Or aussi, mais de toute évidence, sa responsabilité, elle va jusque dans l'Yonne, elle va dans la Nièvre, elle va évidemment en Haute-Saône. On y voit l'attraction toute limitée de ces nombreux et magnifiques établissements hospitaliers bourguignons qui sont des splendeurs de notre architecture, enfin c'est le patrimoine mondial, quoi. Ces très beaux états, enfin je ne parle pas de Nevers, c'est pas le plus beau, enfin le moderne il est bien, le vieux était moins bien, mais de ces très beaux établissements. Ce qu'on y voit aussi, là,
c'est la nécessité qu'il y a à se pencher sur des situations épineuses et compliquées comme le Morvan central. Le Morvan central, c'est un endroit que, pour des raisons familiales, je connais bien et que j'aime vraiment beaucoup. Vigneron, c'est un nom bourguignon, et donc c'est ma région. Et le Morvan central, c'est vraiment une grande complexité. Comment organiser ça alors qu'il y a toutes ces fuites latérales que le CHU de Dijon. Le CHU de Dijon, excuse-moi de te dire, mais dans un monde un peu utopique peut-être, a une responsabilité grande sur le Morvan central. Cela, il faut le faire comprendre à des gens comme Christian Paul, qu'on doit écouter. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la commission Paul, et Christian est ami, il a été secrétaire d'État au Dom-Tom quand moi j'étais à Tahiti. Il y a discuté là pour acheminer évidemment ces patients de ces coins du Morvan central qui sont quand même pas faciles, pour les acheminer vers l'établissement qui naturellement doit s'occuper d'eux. Non, ça j'y viendrai après. Voilà donc pour la première question. La conclusion, c'est que elle est importante, elle est banale, elle est prosaïque, je vous prie de bien vouloir m'excuser, c'est pas d'un très haut niveau, mais c'est du travail, une tâche citoyenne, au fond, une vraie tâche, une tâche pour des hommes et des femmes. Cette tâche, c'est laquelle? Reconnaître les contours de territoire, les discuter, les partager avec les élus, les professionnels, tous les acteurs, est une tâche vraiment importante. Il faut s'atteler résolument à cette tâche et j'aimerais bien que dans les mois à venir, dans les 2-3 années à venir, transmettons ce message, relayons-le, ne passe pas à l'as. On a fait des propositions, c'est l'Institut des études d'aménagement du territoire, avec Jean-Michel, Jean-Paul, d'autres, on a fait des propositions qui ont quelques succès pour la loi HPST, mais cette tâche de reconnaissance des territoires, de soutien, je me tourne là vers M. Verpeau, cette tâche de soutien à la réforme territoriale, si nécessaire, pour des questions économiques, mais aussi des questions morales, citoyennes, cette réforme-là, elle devrait être confiée à des gens, il y en a beaucoup, qui savent que l'homme va bien là où il va tout entier, comme disait Bernanos, à chacun sa citation. L'homme va bien là où il va tout entier, ça veut dire que nous devons reconnaître des territoires où les hommes et les femmes, et les enfants aussi, de ce pays se sentent bien. Deuxième question, si vous permettez, et si je n'abuse pas trop, deuxième question, si vous permettez, et si je n'abuse pas trop de votre temps. La deuxième question était la suivante. En matière d'organisation des politiques sociales, est-il pertinent de parler de masse critique, de subsidiarité et d'efficience? Quel regard portes-tu? Évidemment, mon cher Christophe, que c'est pertinent de parler de masse critique, de subsidiarité et d'efficience. C'est pertinent parce que les politiques sociales sont sous-tendues par des dépenses sociales, et que les dépenses sociales, elles sont particulièrement élevées, et que les dépenses sociales, ce sont nos dépenses, qui sont prises sur notre pouvoir d'achat, sur notre niveau de vie, et que c'est un geste volontaire de notre part que de concourir par la cotisation, je fais écho là aux grands anciens qui ont créé l'impôt, de concourir de matière volontaire par l'impôt à ces dépenses sociales. Comme elles sont très élevées, c'est des banalités, mais il est bon de le dire, comme elles sont très élevées, s'il est bien un domaine où il s'agit d'être économe des deniers publics, c'est bien le domaine des dépenses sociales et notamment hospitalières. Car, en plus, dans ce domaine, les possibilités de dépenses, à la différence du cinéma, de l'opéra, où on ne saurait aller plus d'une fois tous les temps de jour, ces dépenses-là sont des dépenses sans cesse croissantes, potentiellement, puisqu'il s'agit de ce que les économistes appellent un bien supérieur, qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la dépense de santé. Dès lors, pour permettre d'acheter des PET scans, je reprends le truc que je disais tout à l'heure, pour permettre d'acheter des PET scans, il faut être économe de l'aspirine. Ça, c'est une chose très simple, très banale, qui est importante. Alors, c'est quoi cette masse critique dont tu parles et sur laquelle tu m'interroges? Je citerai Fernand Reynaud. C'est bien aussi. Ça dépend. Je ne dirais pas du vent, mais ça dépend. Tu allais le dire à ma place. Moi, je ne sais pas imiter sa voix. Ça dépend du problème, ça dépend du sujet.
On retrouve ici les niveaux de territoire et donc la subsidiarité. Le principe subsidiarité, il est pas mal entré dans les mœurs quand même, hein, depuis une vingtaine d'années. Un peu de façon brouillonne, mais malgré tout, il s'inscrit. On peut espérer, évidemment, que la réforme Balladur améliorera les choses, puisque j'ai cru comprendre que c'était quand même un principe là, majeur, ce principe de subsidiarité dans sa réflexion. La subsidiarité, c'est pas nouveau. C'est un principe républicain fondamental, parce que notre République, elle est démocratique et sociale. Comme elle est démocratique et sociale, la subsidiarité me paraît être le débat public, ou correspondre, ou prendre corps par le débat public. Le débat public, il est enraciné dans des territoires, dans des lieux. Et donc, c'est par le débat public qu'on fait vivre la subsidiarité et finalement la juste dépense au bon endroit, là où il le faut, quand il le faut. Alors le principe d'efficience, vous avez compris que, comme beaucoup d'entre nous, je n'aime pas beaucoup le mot. Parce que c'est un euphémisme d'abord un peu parisien, excusez-moi, et un néologisme. Je préférerais dire, c'est un peu bateau, on dira c'est campagnard et paysan, oui d'accord, mais je préfère dire le cœur et la raison, ou le sérieux et le respect. C'est aussi un peu l'oubli de soi. L'oubli de soi, dans la gestion des territoires, il n'est pas très développé aujourd'hui. Il faut absolument, par les propos qu'on peut tenir, tous autant qu'on est là, faire comprendre que tout n'est pas possible partout et que la solidarité nationale, elle existe et elle doit s'exercer et que c'est une belle et grande chose que de s'oublier un peu, de donner plus à l'autre qui a moins, en me privant forcément un peu, puisque les moyens qu'on peut mettre à la dépense sociale sont limités. Pour essayer de lier tout ça, efficience, masse critique, etc. Je vais prendre un truc tout à fait d'actualité. C'est la semaine dernière, enfin déjà le vendredi il y a 8 jours maintenant, la remise par le professeur Jean-Pierre Grunfeld de son plan de son rapport pour le futur plan cancer. La presse s'en est fait l'écho. Vous avez vu que Grunfeld, dans les interviews qu'il a pu donner, ou dans les communiqués de presse, ou ceux de la présidence de la République, ont résumé un certain nombre de thématiques qu'il retenait. Une des grandes thématiques qu'ils retiennent, c'est qu'il y a nécessité désormais de mieux prendre en compte les inégalités géographiques et socio-économiques. C'est un sujet, cette approche géographique, qui est mis en avant pour le futur plan cancer. Mais de quelle approche géographique s'agit-il ? S'agissant de personnes de l'INCa et préparant le plan cancer, on aurait pu craindre qu'il s'agisse d'une approche très épidémiologique. On est malade ici parce qu'il y a localement des pathologies, des trucs comme ça qui sont là. Bon. Il ne s'agit pas, en fait, dans ce qu'a dit Grunfeld, tant d'une approche épidémiologique que d'une approche organisationnelle. Et comme, permettez-moi de le dire, tant pis, je l'ai moi souligné dans la contribution que j'ai faite au rapport Grunfeld sur sa demande, qui a traité de cette question, bien sûr, il n'y a sans doute plus guère à faire, plus guère à espérer de la contribution dans notre pays d'une approche géographique à la résolution de problèmes d'épidémiologie des cancers. Non. En France, les genres de vie, les modes de vie, les consommations alimentaires se sont tant égalisés depuis 1945, ou plutôt depuis, en fait c'est depuis la fin de l'agriculture traditionnelle après la Première Guerre mondiale. Hein. Tout ça, ça a mis un siècle à se faire. Ça s'est tant égalisé qu'il n'y a plus beaucoup de choses sans doute à découvrir en matière d'épidémiologie médicale des cancers. En revanche, il y a énormément à faire, et c'est ce qu'a compris donc le président de la République dans le rapport que lui a remis Jean-Pierre Grunfeld, et qu'il a repris. Il y a en revanche beaucoup à attendre des données de morbidité hospitalière, et là encore, c'est grâce au PMSI que nous sommes un peu mieux informés de cela aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire en matière d'épidémiologie du cancer, en matière d'organisation de la prise en charge du cancer, beaucoup à faire sur le plan de l'accès aux soins. Il existe en effet en France, dans un pays qui est quand même pas si grand, où les conditions de circulation sont quand même extraordinairement bonnes, qui nous permettent d'être réunis aujourd'hui, là, comme ça, aux arcs, avec une grande facilité. Il
il y a beaucoup à faire en matière d'amélioration de l'accès aux soins. Il existe dans notre pays de très profondes inégalités de prise en charge des cancers. J'ai commencé, dans la revue hospitalière de France, la revue de la Fédération hospitalière, une série d'articles en demandant à chacun, par exemple, Sago, etc., à Lyon, là, qui m'ont fait les commentaires de cartes sur les césariennes, sur, là, ici, c'est la prostatectomie pour cancer. On voit sur cette carte que la chirurgie classique pour cancer de la prostate, la chirurgie à ciel ouvert, dont vous savez aujourd'hui qu'elle est palliative à une chirurgie endoscopique, se réfugie dans les zones rurales de notre pays. Varum, ou pot chez nous, comme diraient les philosophes. Eh bien, parce que, sans doute, on opère plus tard, trop tard, lorsque les prostates sont trop grosses et que la voie endoscopique n'est plus accessible. C'est du moins ce qu'ont dit les collègues urologues, type Valencien, etc., et Chauvin, à qui j'ai soumis ces cartes et qui les ont commentées. On voit bien là qu'il y a des choses importantes à faire et que cela concerne directement les hôpitaux que vous êtes. Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas vous embêter. Pour finir, je montrerai celle-là à la suite, c'est parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un du 9-1 ce matin, alors j'ai sorti une carte de l'Essonne. Pour finir, parce qu'il est sans doute largement temps de conclure, tu m'as dit, Christophe, que je pourrais évoquer d'autres points de mon choix. Et je t'en remercie de me laisser ainsi un peu de latitude. Mais t'as ajouté aussitôt, ta intervention ne devra pas excéder 20 minutes. Mais comme j'ai vu ce matin qu'ils ont au moins parlé 48 minutes l'un et 52 minutes l'autre, je parlerai donc un petit peu plus encore. Même s'il est largement temps de venir aux questions. Il est important de reconnaître les contours des territoires. Mais il est aussi important de reconnaître la nature des territoires. Parce que nous avons parlé ce matin de l'Essonne et que la personne qui répondait confondait le 9-3 avec le 9-1, vous l'avez noté, les amis de l'Essonne ici, j'ai pris une carte de l'Essonne que j'ai faite. Cette carte, c'est une carte aussi à partir du PMSI. C'est une carte des profils hospitaliers, des faits saillants dans la consommation hospitalière des cantons de l'Essonne. On y voit des choses. On y voit que la consommation dans la vallée de la Seine, elle ne repose pas du tout sur la consommation des mêmes actes, donc elle ne répond pas aux mêmes besoins que vers le plateau de Saclay. C'est banal, hein. Mais enfin, l'Essonne, c'est pas unique. Il y a une zone palaiso, etc., avec tant de qualité de vie. Et puis, il y a une vallée de la Seine, avec le nord, la Grigny, Viry-Châtillon. C'était pour le préfet Prieur à l'époque que j'avais fait ça, où il y a des grands types de consommation, avec un surplus de consommation de soins psychiatriques, pour le diabète, etc., consommation importante en matière à sexe égal, hein, en matière de gynécologie, etc. Hospitalière, parce qu'il y a moins de soins de ville, donc on va plus à l'hôpital pour des choses qui ailleurs se font en ville. Donc pour dire cette carte, et ce sera la dernière, pour dire que non seulement il est important de reconnaître les contours des territoires, mais aussi de les charger de sens, pour allouer au bon endroit les bonnes ressources, parce que ce qui doit nous guider, c'est d'être juste. Et si possible, ce qui est extrêmement difficile, si chacun d'entre nous était juste, ça serait tellement simple, mais essayer de l'être en tous les cas, et essayer de allouer au bon endroit les ressources nécessaires. Alors, je terminerai vraiment maintenant par un seul point sur lequel je voudrais rebondir. C'est l'actualité. Ces jours-ci, ces temps-ci, tout le monde est d'accord, hein, il s'agit de redonner un peu d'éthique au capitalisme. C'est banal hein, de le dire, j'ai lu les journaux comme vous, je répète ce que disent les journaux. Il s'agit de redonner de l'éthique au capitalisme. En gros, hein, en français classique, ça veut dire réintroduire un peu de morale politique, ou de la philosophie morale dans la politique. Le moyen pour cela, c'est évidemment de mieux réguler l'économie. Tout le monde est d'accord, puisque tout le monde dit que la crise vient de la dérégulation de l'économie et de l'envahissement de la finance dans l'économie réelle, du fait de la dérégulation. Comment faire? Ce que je veux dire, hein, c'est que pour réguler l'économie, bizarrement, je suis d'accord avec une idée qu'a émise Jean-Paul Fitoussi, il faut déréguler la démocratie. Et je voudrais, pour terminer,
voir avec vous, peut-être c'est un petit apport, voir avec vous ce que ça peut être dans nos domaines. Déréguler la démocratie, c'est en gros, au fond, et pour faire un grand et rapide raccourci, construire ou reconstruire le débat public et soumettre davantage la décision, nos décisions collectives en matière d'allocation des ressources, à des réponses collectives du genre, que voulons-nous, que pouvons-nous, et au fond, traduit en termes un peu juridiques, de normes, quel degré d'inégalité territoriale sommes-nous prêts à accepter? Car comme l'a très justement montré Eric ce matin, et c'était passionnant, hein, son analogie avec le mythe de Prométhée, cela demeurera toujours. Il y aura toujours des inégalités contre lesquelles nous devrons toujours lutter, et on ne peut faire que rendre les choses un peu moins imparfaites que ce qu'elles sont. Donc, quel degré d'inégalité pouvons-nous accepter? Car en effet, c'est bien de cette question qu'il est question. Trop d'inégalités ruine le système. Et on en est aujourd'hui à un stade dans le domaine de la santé où les inégalités d'allocation, de ressources, d'accès aux soins deviennent si importantes qu'elles sont en train de ruiner le système. C'est compliqué parce que quel degré d'inégalité sociale sommes-nous prêts à accepter si cela provient d'un débat public organisé et se traduit par un débat national dont le lieu est l'Assemblée nationale et la conséquence la loi, cela revient à établir des normes. Cela, pour être acceptable, doit plaider en faveur de la reconnaissance de territoires de projet. Cela plaide aussi incontestablement, au-delà de cette régionalisation, territorialisation, multiplication des territoires, en faveur de la réaffirmation d'un territoire peut-être un peu rêvé, comme pouvait rêver le général de Gaulle de la France, d'un territoire qui soit le maître des horloges, et qui est notre territoire national, notre mère patrie, si on voulait parler de manière un peu ringarde. Et vraiment là c'est la fin, pour organiser ce débat public autour de la notion de degré d'inégalité que nous sommes prêts à accepter, il faut être capable de observer les territoires. Et nous manquons dans notre pays de lieux où une observation neutre s'accomplisse, parce qu'il y a tant de choses à faire, où une observation neutre s'accomplisse et qu'elle soit mise au débat public. Voilà donc ce que je voulais vous dire peut-être à la fin de manière un peu brouillonne. Mais au fond, ces choses-là sont si compliquées et c'est une tâche si grande qu'elle mérite bien d'être un peu imparfait dans son projet parce que c'est chemin faisant, in itinéré bien sûr, que cela doit s'accomplir. Merci à tous.